Le 10 octobre 2025, Ouagadougou s'est éveillé sous le tonnerre prolongé des moteurs qui couvraient les toits et secouaient les vitres. Dans les rues, des blindés renaissaient des débris, forgés patiemment par des mains anonymes qui avaient refusé l'abandon pendant des années de silence. L'armée la plus pauvre de l'Ouest africain exhibait soudain un arsenal inattendu, paradoxal, presque irréel, comme une phrase d'acier écrite au présent. Que signifie cette secousse collective pour ceux qui, comme Ibrahim Traoré, veulent reconstruire une nation depuis ses ruines et nommer cela dignité retrouvée? Ce matin-là, le bruit des moteurs n'était pas seulement un spectacle militaire, c'était une promesse. Celle qu'un pays longtemps considéré comme dépendant pouvait, pour la première fois depuis des décennies, fabriquer sa propre sécurité. Ibrahim Traoré savait que ce geste serait lu comme un défi, mais il voulait qu'il soit perçu comme une libération. Le Burkina Faso n'avait pas cherché la provocation, il avait cherché la capacité. Derrière chaque véhicule réparé, chaque tôle soudée, se cachait une leçon: la souveraineté se construit, elle ne s'importe pas. Le pari était risqué. Transformer la fierté populaire en endurance institutionnelle, sans tomber dans l'isolement. Si cette tentative échouait, tout l'édifice retomberait dans la dépendance. Si elle réussissait, elle redéfinirait la place d'un petit État dans le jeu africain. Et vous, que feriez-vous si votre indépendance tenait à un moteur d'acier et à la foi d'un peuple? 2 semaines avant le défilé du 10 octobre, un rapport interne mentionnait un chiffre passé inaperçu. 312 véhicules blindés restaurés dans les hangars du nord de Ouagadougou. Derrière ce nombre se cachait une autre révélation. Les ateliers, autrefois appelés cimetières mécaniques, fonctionnaient désormais comme de véritables usines. La presse étrangère n'en sut rien. Pourtant, au sein du palais présidentiel, Ibrahim Traoré suivait chaque livraison de pièces détachées, chaque moteur remis en marche, chaque soudeur formé. Le processus avait commencé silencieusement en 2023 lorsque les convois étrangers avaient quitté le Sahel, abandonnant dépôts et matériel rouillé. Dans le chaos, quelques ingénieurs burkinabés décidèrent de réparer pour survivre. Ce qui, au départ, n'était qu'un bricolage artisanal devint, 2 ans plus tard, un programme d'État officieux. À la lumière vacillante des ateliers, des hommes et des femmes redonnaient souffle à des machines que l'Afrique occidentale croyait perdues. La dynamique dépassait la mécanique. C'était une redéfinition de la dépendance. Chaque boulon ajusté, chaque plaque gravée burkinabé était une déclaration politique sans discours. La population, lassée d'attendre l'aide internationale, voyait dans ces véhicules un symbole de dignité retrouvée. Le pari restait cependant risqué. Comment produire sans provoquer? Comment afficher la souveraineté sans susciter la peur des voisins? Les premières images, fuitées à la fin septembre, montrèrent des colonnes de blindés alignées sous un hangar de tôle. Pas de drapeau, pas d'hymne, seulement le bruit métallique du travail. C'est ce son, brut et sincère, qui allait réveiller le monde quelques jours plus tard. Le Burkina Faso venait d'écrire un chapitre inattendu, celui d'un pays qui répare sa mémoire avant de défendre son territoire. Sous le toit ondulé d'un atelier de fortune, un vieil homme essuyait la suie de ses mains. Il s'appelait Diarra, ancien mécanicien de l'armée, redevenu maître d'apprentissage pour une génération née après les guerres d'occupation. Autour de lui, une douzaine d'apprentis manièrent les soudeuses avec une précision apprise dans la pénombre. Leur chef d'équipe répétait une phrase simple: « Nous ne réparons pas des machines, nous réparons notre avenir ». Cette scène, observée par un journaliste local, incarnait mieux que n'importe quel discours la nouvelle philosophie du régime. Quand Ibrahim Traoré visita le hangar pour la première fois, il demanda à voir les plaques d'origine. Diarra lui montra une coque marquée « Made in France ». Le président toucha l'acier et murmura « Maintenant, c'est fait ici ». Ce geste symbolique, discret mais fort, traversa la capitale comme une onde. Les écoles techniques virent leurs inscriptions triplées. Les jeunes, qui rêvaient hier d'émigrer, se mirent à rêver de construire. Sur le plan diplomatique, la scène provoqua des frémissements. Les chancelleries régionales observaient ce retour à l'autonomie industrielle avec prudence.
Certaines y voyaient un modèle, d'autres une menace. Mais dans les rues de Ouagadougou, l'effet fut immédiat. Les drapeaux improvisés, les cris d'atelier et les promesses de continuité formaient un nouveau récit collectif. L'histoire du Burkina Faso cessait d'être une succession d'attentes et de dépendances. Elle devenait un chantier ouvert, une œuvre encore incomplète, mais déjà vivante. Et si la dignité avait un bruit, ce serait celui des marteaux de Diarra. Tout commença dans la nuit du 8 octobre. Dans les hangars de Kosodo, les derniers moteurs furent assemblés sous une pluie d'étincelles. Les techniciens travaillaient sans relâche, surveillés par des officiers fatigués mais fébriles. À 2 heures du matin, un message codé quitta le palais présidentiel, phase alpha validée. C'était le signal. 2 jours plus tard, le Burkina Faso allait présenter au monde ce que personne n'avait prévu. À l'aube du 10 octobre 2025, les habitants de Ouagadougou furent tirés du sommeil par un grondement prolongé. Les rues vibraient, des colonnes de véhicules blindés avançaient, propres, repeints, alignés. La télévision nationale interrompit sa programmation. Un bandeau rouge apparut. Les forces burkinabées défilent pour la souveraineté. Aucun commentateur, aucun slogan, seulement les moteurs. L'image suffisait. Dans les marchés, les téléphones portables filmaient les chars ressuscités. Des vieillards pleuraient. Les enfants criaient les noms des quartiers d'où provenaient les mécaniciens. À chaque passage, la foule répétait « Ceux-ci sont nés ici ». À ce moment précis, la capitale entière sembla comprendre le sens du pari d'Ibrahim Traoré, ne plus attendre la permission d'exister. Vers midi, les premières dépêches internationales tombèrent. L'armée la plus pauvre de l'Ouest africain dévoile un arsenal inconnu. À Paris, la nouvelle fit trembler le Quai d'Orsay. À Washington, le département d'État demanda un rapport d'urgence. Les analystes cherchaient l'origine des blindés, persuadés qu'une puissance étrangère avait fourni le matériel. Mais les numéros de série ne mentaient pas. Les véhicules venaient des dépôts français abandonnés après 2011, entièrement reconstruits localement. Le soir même, le président réunit ses conseillers. Le ministre de la Défense lut les messages venus d'Europe. Demande d'explications, inquiétude, spéculation. Traoré resta silencieux, puis déclara « Nous n'avons rien caché, nous avons simplement réparé ». La phrase devint virale. À travers la radio nationale, elle se transforma en slogan « Réparer, c'est se libérer ». Les jours suivants, l'élan populaire gagna l'intérieur du pays. À Kaya, à Bobo-Dioulasso, à Dori, les ateliers militaires reprenaient vie. Les forges rouillées retrouvaient leur cadence. Les volontaires civils apportaient des pièces, des outils, des vivres. Pour la première fois depuis longtemps, l'effort collectif remplaçait la résignation. Mais la tension montait. L'Union africaine demanda une enquête. L'Union européenne évoqua une possible violation des équilibres régionaux. À Niamey et Bamako, les gouvernements alliés félicitèrent discrètement Ouagadougou. En coulisses, les chancelleries s'inquiétaient. Si le modèle burkinabé réussissait, d'autres nations pourraient suivre. Le 12 octobre, un câble diplomatique français fuitait. Le Burkina représente désormais un test post-colonial. Si ce modèle se propage, tout confinement devient impossible. Les mots furent repris dans les rues comme une victoire symbolique. Ce qui devait être un simple défilé devenait un tournant historique. À la radio, un vieil homme conclut son émission ainsi. « On nous a appris à attendre. Aujourd'hui, nous apprenons à agir. » Cette journée-là, le peuple ne célébra pas seulement ses chars, mais sa capacité retrouvée à se tenir debout. Lorsque la poussière du défilé retomba, les chiffres commencèrent à parler. Selon les données publiées par le ministère de la Défense, 312 véhicules blindés, 74 canons Zésu-23 restaurés et plus de 2100 moteurs avaient été remis en service entre janvier et octobre 2025. Ces résultats traduisaient des mois de travail dans des ateliers à moitié éclairés. Les économistes locaux calculèrent qu'en réparant au lieu d'importer, l'État avait économisé près de 60 millions de dollars en moins d'1 an. Ce montant, bien que modeste à l'échelle mondiale, représentait l'équivalent du financement annuel de la moitié des hôpitaux régionaux. Les ingénieurs de Koudougou expliquaient « Chaque véhicule refait ici, c'est 10 emplois sauvés, 20 familles nourries. » La logique n'était pas seulement patriotique, elle était pragmatique. L'autonomie
pour Ibrahim Traoré, n'était pas un mot d'ordre idéologique, mais un calcul de survie. Les indicateurs sociaux confirmèrent la tendance. L'emploi dans la mécanique et la métallurgie augmenta de 27% entre mars et septembre. Le taux d'inscription dans les écoles techniques bondit de 180%, porté par l'exemple des mécaniciens devenus héros nationaux. Dans les quartiers périphériques, les jeunes qui jadis rêvaient de partir vers Abidjan ou Dakar rejoignaient désormais des ateliers communautaires. Ces chiffres reflétaient une dynamique réelle, celle d'une société qui transforme sa pénurie en apprentissage collectif. Les données régionales montrèrent aussi la contagion du modèle. Le Mali et le Niger annoncèrent la création de programmes similaires de reconstruction d'équipements. Les diplomates européens parlèrent d'un effet Traoré. Washington demanda une vérification indépendante. Le secrétaire adjoint à la Défense, Jonathan Miller, déclara « Si ces chiffres sont authentiques, ils redéfinissent les paramètres de la dépendance. » Dans les salles de rédaction de Paris, on chercha à démonter les données. Les experts évoquaient l'impossibilité statistique d'une telle production. Pourtant, les images satellites confirmèrent la présence d'une activité manufacturière inédite autour de Ouagadougou. Hangars rénovés, entrepôts rallumés, routes dégagées. La preuve visuelle soutenait la preuve numérique. Mais derrière ces statistiques se cachait une tension plus subtile. Plus les chiffres grimpaient, plus la pression internationale s'intensifiait. Les aides étrangères furent suspendues à titre de précaution. Les banques régionales retardèrent leur décaissement. L'économie locale ralentit de 83% au 4e trimestre. Le pays entrait dans une zone grise, celle où l'indépendance se paie comptant. Malgré tout, dans les cafés de la capitale, la phrase revenait comme un refrain. Mieux vaut payer pour être libre que recevoir pour rester faible. Derrière les nombres, c'était une équation de dignité. Et pour Ibrahim Traoré, cette équation valait plus que n'importe quel graphique. Depuis le 12 octobre, les débats se multiplièrent, opposant deux visions du même événement. D'un côté, plusieurs chancelleries occidentales affirmaient que la reconstruction de l'arsenal burkinabé menaçait la stabilité régionale. Selon cette thèse, un pays isolé, sans contrôle extérieur, risquait de reproduire les erreurs du passé. L'armement sans gouvernance, la souveraineté sans transparence. Les observateurs citaient les précédents du Tchad et du Soudan, où la militarisation avait précédé les divisions. L'indépendance ne doit pas devenir un blindage contre la responsabilité, écrivait un éditorialiste français. De l'autre côté, une vision plus enracinée dans le Sahel voyait dans cette résurrection industrielle un acte de survie légitime. Les défenseurs rappelaient que pendant des années, le Burkina Faso avait été laissé seul face à des groupes armés mieux équipés. En reprenant le contrôle de ses moyens de défense, il ne cherchait pas la conquête, mais la continuité de son existence. On ne se défend pas pour dominer, on se défend pour durer, disait un ancien officier malien. Entre ces deux pôles, Ibrahim Traoré adopta une posture nuancée. Dans une rare interview accordée à la radio nationale, il déclara « Nous comprenons la peur de l'instabilité, mais la dépendance était déjà une guerre silencieuse. » Cette phrase inversa la logique dominante. La stabilité imposée de l'extérieur devenait elle-même une forme de conflit. Les données soutenaient partiellement son argument. Depuis la relance industrielle, les attaques armées dans le nord avaient diminué de 18%, tandis que les pertes militaires avaient chuté d'un tiers. Ainsi, la question n'était plus de savoir si le Burkina Faso s'armait trop, mais s'il s'armerait enfin assez pour survivre sans tutelle. Entre la prudence diplomatique et la légitime défense, le pays traçait une ligne fine, presque philosophique, celle où la liberté se mesure au bruit des moteurs réparés. Tout bascula en silence. Le 14 octobre, un communiqué sobre annonça « Adresse présidentielle prévue demain à 9h ». En quelques lignes, le pays comprit que le récit entrait dans une nouvelle phase. Derrière les murs du palais, Ibrahim Traoré réunit ses ministres. Le carburant manquait, la pression internationale montait, mais les ateliers continuaient de tourner. La souveraineté, cette fois, n'était plus une idée. C'était un coût mesurable. À Paris, les écrans de France 24 diffusaient en boucle les images des blindés. À Washington, les analystes du Pentagone reconnaissaient qu'aucune signature étrangère n'avait été détectée. Pour la première fois, la thèse de l'aide cachée vacillait. Le monde devait envisager l'impensable, qu'un État africain ait réellement bâti seul son propre arsenal.
Dans les rues d'Ouagadougou, la foule restait calme. Les drapeaux pendaient encore des balcons, mais les regards étaient plus graves. Le triomphe se transformait en attente. La fierté avait prouvé sa force. Elle devait maintenant prouver sa sagesse. Le lendemain du discours présidentiel, le pays se réveilla dans un calme étrange. La fête s'était éteinte, remplacée par la vigilance. Les conséquences de la démonstration d'octobre se dessinaient désormais clairement, touchant 4 sphères interdépendantes. D'abord, au niveau institutionnel, le gouvernement d'Ibrahim Traoré dut absorber un double choc, l'euphorie nationale et l'isolement diplomatique. Les aides occidentales furent suspendues, gagnant près de 20 millions de dollars de projets publics. Pourtant, la structure administrative ne s'effondra pas. Les ministères, jusque-là dépendants des bailleurs, improvisèrent des budgets d'urgence financés par la réaffectation des recettes minières. Ce réajustement, bien que douloureux, révéla une résilience bureaucratique inattendue. Pour la première fois, le mot autonomie entrait dans les rapports officiels non comme une ambition, mais comme un indicateur de performance. Ensuite, sur le plan économique, les marchés réagirent brutalement. Le prix du carburant augmenta de 12%. Et la monnaie locale se déprécia de 7% face au franc CFA régional. Cependant, dans les mois suivants, le pays compensa partiellement cette contraction par la montée des exportations d'or et la création de nouvelles taxes frontalières. Les douanes engrangèrent un record de recettes, dépassant de 28% les prévisions de 2024. Les économistes burkinabés parlèrent d'un effet reconstruction, la souveraineté comme moteur économique de crise. Puis, parmi les citoyens, la réaction fut contrastée. Certains célébraient encore la journée de la dignité, d'autres redoutaient les pénuries. Les files s'allongeaient au centaines devant les stations-service, mais la colère restait contenue. À la radio, un ouvrier déclara « Nous préférons la fatigue du travail à la honte de l'attente. » Dans les campagnes, les coopératives improvisaient des ateliers de réparation agricole inspirés des hangars militaires. Le mot « reconstruire » devint un réflexe social, un verbe national. Enfin, à l'échelle régionale, la secousse fut stratégique. Le Mali et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, y virent une validation de leur propre ligne d'émancipation. À Abuja et à Accra, les diplomates évoquaient la contagion Traoré. L'ECOWAS, affaibli, hésitait entre sanctions et dialogue. Les chancelleries européennes, elles, optèrent pour le silence prudent. Un télégramme interne du Quai d'Orsay résuma la situation. Nous avons perdu le contrôle narratif. Au soir du 15 octobre, les lampadaires de Ouagadougou brillaient faiblement sur les blindés désormais immobiles. Le pays avait payé cher sa démonstration, mais il n'avait pas plié. Pour les partisans du président, chaque coupure d'électricité devenait une métaphore. La lumière reviendrait, parce qu'elle avait été rallumée de leurs propres mains. À la mi-octobre, les observateurs internationaux cessèrent de spéculer sur les faits pour se tourner vers les trajectoires possibles. Les 12 mois à venir détermineraient si l'expérience d'Ibrahim Traoré allait s'enraciner ou s'effondrer sous son propre poids. 3 scénarios dominaient les analyses. Dans le premier scénario, le Burkina Faso maintient son cap industriel sans nouvelle rupture diplomatique. Les ateliers continuent de fonctionner, financés par les revenus miniers et l'or d'État. La croissance reste faible, autour de 2%, mais stable. L'armée consolide ses positions au nord, limitant les pertes humaines. Ce scénario suppose une adaptation progressive, où la souveraineté demeure un chantier plus qu'une victoire. Dans le deuxième scénario, les programmes de réparation sont institutionnalisés, un corps civil d'ingénieurs est créé, formant 5000 techniciens d'ici 2026. Les partenariats sud-sud se multiplient. Le Mali et le Niger apportent un soutien logistique, tandis que l'Afrique du Sud fournit un encadrement technique. Les sanctions s'allègent, les investisseurs africains affluent. Dans cette perspective, Ouagadougou devient le laboratoire d'un modèle post-dépendance que plusieurs nations commencent à imiter. Dans le troisième scénario, les bailleurs occidentaux accentuent l'isolement. Les importations d'énergie chutent de 30%, provoquant des pénuries chroniques. Les réserves d'or ne suffisent plus à soutenir la monnaie. Les protestations reprennent, les forces armées se divisent. Le risque majeur qu'une réussite technique se transforme en échec politique, prisonnière de son propre symbole. Entre ces 3 voies, Ibrahim Traoré navigue comme un ingénieur plus qu'un idéologue.
Sa stratégie repose sur une logique conditionnelle. Si le monde nous ferme les portes, nous construirons les nôtres. Si on nous observe, qu'il voit notre endurance. La clé des mois à venir sera la capacité à transformer la fierté en structure. Depuis lors, la portée de l'expérience burkinabé dépassa largement les frontières. Elle toucha 3 cercles humains distincts. Pour les dirigeants africains, le message d'Ibrahim Traoré résonnait comme une interpellation. Le Burkina Faso venait de prouver qu'un État sans industrie lourde pouvait restaurer sa souveraineté fonctionnelle. Dans les réunions de l'Union africaine, certains évoquaient un moment d'ingéniosité politique, d'autres un risque d'isolement durable. Mais tous reconnaissaient que la dépendance n'était plus perçue comme un destin. Pour les citoyens du continent sur les réseaux sociaux, les images des ateliers circulaient plus que les communiqués diplomatiques. Des jeunes au Sénégal, au Bénin ou au Congo commentaient « S'ils l'ont fait, pourquoi pas nous ?» Le récit avait glissé du militaire au moral. Chaque moteur réparé devenait un symbole d'émancipation personnelle. Une génération fatiguée d'attendre les promesses des bailleurs découvrait qu'on pouvait bâtir sans demander. Pour le public international, en Europe et aux États-Unis, la réaction fut plus introspective. Les analystes commencèrent à parler d'un réveil du Sud industriel, une formule nouvelle pour une réalité ancienne, la créativité née de la contrainte. Des universitaires publièrent des tribunes sur la capacité africaine d'auto-ingénierie. Les opinions publiques oscillèrent entre admiration et méfiance. Ainsi, l'histoire du Burkina Faso ne se racontait plus seulement par la politique, mais par le regard qu'elle obligeait le monde à porter sur lui-même. La leçon devenait universelle. La dignité d'un peuple peut aussi être une démonstration d'ingénierie. Conscient que l'émotion ne suffit pas, le gouvernement burkinabé élabora une méthode pour transformer la symbolique en structure. La stratégie se déploya en 4 étapes claires. D'abord, le Conseil des ministres créa l'Agence nationale de reconstruction technique, chargée de coordonner les ateliers civilo-militaires. En 6 mois, 80% des sites devaient être régularisés juridiquement. Ensuite, les écoles techniques ouvrirent 3 filières nouvelles. Mécanique lourde, métallurgie de précision et logistique d'entretien. L'objectif était de former 5000 diplômés d'ici 2026, avec un taux d'emploi post-formation supérieur à 70%. Puis, les ateliers de Ouagadougou devaient fabriquer non seulement des pièces militaires, mais aussi des composants civils, pompes, générateurs, outils agricoles. La diversification visait à ancrer la souveraineté dans l'économie réelle, avec une part du civil atteignant au moins 35% de la production totale. Enfin, le Trésor lança un fonds de dignité alimenté par les redevances minières et la contribution volontaire des entreprises locales. Un rapport trimestriel publié en ligne devait garantir la transparence. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route n'était pas une vitrine, mais une architecture de crédibilité. Elle liait la passion nationale à des chiffres vérifiables, le langage que même ses détracteurs comprenaient. Le pays apprenait à mesurer sa liberté, non plus en discours, mais en résultats concrets. Dans le crépuscule de Ouagadougou, le vieux Diarra rangeait ses outils. Le vacarme des moteurs s'était tu, mais les étincelles continuaient de danser continuaient de danser sous le toit de tôle. Autour de lui, les jeunes qu'il avait formés parlaient déjà d'améliorer les modèles, de renforcer les coques, de peindre les insignes plus nets. Aucun ordre venu d'en haut, seulement une routine devenue fierté. Un soir, Ibrahim Traoré passa de nouveau par l'atelier. Il s'arrêta devant un char terminé, caressa la plaque gravée burkinabé et dit simplement « Celui-ci est né ici ». Diarra répondit « Et il tiendra parce qu'il a été fait par des hommes libres ». Ce bref échange, sans caméra ni témoin, résumait tout le chemin parcouru, la transformation d'une réparation en renaissance. Dehors, la ville respirait lentement. Les affiches du défilé se décollaient déjà des murs, mais la conviction restait. La souveraineté pouvait se tailler à la main, dans le bruit du fer et l'odeur de la sueur. Si le pays devait tomber encore, il tomberait debout. Quand la pluie revint sur Ouagadougou, elle lava la poussière des chars et le tumulte des polémiques. Les rues semblaient plus calmes, presque reconnaissantes. À la radio, la dernière phrase d'Ibrahim Traoré résonnait encore. Quand la liberté porte une armure, aucun empire n'ose lui prêcher la paix. Elle n'était pas un défi, mais un rappel. La dignité, comme le métal, se trempe dans le feu.
Dans les écoles, on racontait désormais l'histoire de l'atelier de Diarra comme on raconte une parabole. Dans les marchés, on citait le président non comme un chef, mais comme un artisan de confiance. Le peuple avait compris que l'indépendance ne se signe pas, elle se construit. Alors que le monde observait encore, le Burkina Faso, lui, avançait. Sans triomphe, sans bruit. Seulement le ronronnement des machines, le travail répété, la foi patiente. Et vous, spectateurs de cette renaissance, que feriez-vous si la souveraineté n'était plus un mot, mais une tâche entre vos mains ?